OK. Est-ce que vous voyez la page d'accueil, foire aux questions? Oui, OK, parfait. C'est parti. Donc, voilà, c'est en fait un événement annuel. C'est la deuxième année qu'on répète l'expérience. L'idée, c'est de faire un résumé de toutes les nouveautés qui se déroulent du côté de l'Association canadienne des avalanches qui nous impactent ici au Québec. Donc, juste pour mettre les bons mots sur les bonnes associations, je vais faire un petit résumé des trois joueurs principaux qu'on a dans l'industrie des avalanches au Québec. Donc, on a le Canadian Avalanche Association ou l'Association canadienne des avalanches, qui est dans le fond l'industrie qui regroupe les travailleurs en avalanche au pays. C'est une organisation qui est basée à Revelstoke, en Colombie-Britannique, et vous devez les connaître si vous avez suivi vos cours professionnels, les cours niveau 1, les cours AVSAR. Le CIE, c'est aussi eux qui sont responsables de InfoX et qui gèrent les catégories de membres dont on va parler un petit peu plus tard. Puis quand on est membre du CIE, ben, on a des différents avantages, donc des rabais, des formations en rabais et même des services là, au niveau de la santé mentale. Et ensuite, il y a Avalanche Canada, qui est l'Organisation nationale de sécurité en avalanche, qui est basée à Revelstoke. Donc, ça, c'est vraiment pour le public. C'est une organisation qui écrit des prévisions d'avalanche pour tout le pays, sauf le Québec, parce que, bien entendu, il y a Avalanche Québec. Donc, Avalanche Canada, c'est aussi le fournisseur des cours récréatifs. Donc, les CSA 1, les CSA 2, gestion de terrain avalancheux, c'est eux qui gèrent le cursus de cours récréatifs. Et voilà. Et nous, ici au Québec, ben, on a Avalanche Québec qui fait un peu des deux, qui travaille en collaboration avec les deux organisations. Donc, on offre aussi des cours professionnels, le cours niveau 1, le cours AFSAR en français au Québec pour les professionnels. On offre aussi des prévisions d'avalanche pour le Québec seulement. Donc, on a une étroite collaboration avec ces trois entités-là qui sont souvent un peu là, confondues. Fait que je voulais juste mettre un peu les mots sur les bonnes organisations. Donc, ce soir, ce qu'on a au programme, on va parler de la nouvelle progression des cours professionnels du CAA. Donc, on appelle ça les cours ITP, Industry Training Program. On va parler des nouvelles catégories de membres éducateurs, donc une nouvelle catégorie de membres du CAA qui est récent depuis un an ou deux. Puis, on va faire un petit résumé aussi des formations professionnelles et continues. Dans le fond, quand on est membre de l'association, nos certifications ne sont pas, vont pas expirer, mais on est tenu de faire de la formation continue à chaque année. Puis, on remplit une grille. Je vais faire un petit résumé là, dans quelques minutes. Puis à la fin de chacune des sections, vous allez voir, il y a une période de questions. Donc, j'ai essayé de mettre ça assez digeste. Là. Il y a beaucoup de nouveautés. Ça m'a pris un petit moment à bien faire le ménage dans ma tête là, pour tout démêler, tout ça. Donc, à la fin de chacune des sections, vous aurez l'occasion de poser des questions. Ça va? Donc, juste pour vous informer, il y a une nouvelle progression des cours professionnels. Donc, je répète, c'est pour ceux qui commencent leur formation dans l'industrie. Donc, si vous avez déjà fait votre cours niveau 1 ou votre cours AVSAR ou votre cours niveau 2, ça ne vous affecte pas. Donc, c'est pour les nouveaux étudiants ou les futurs étudiants. Donc, en gros, qu'est-ce qui a changé? C'est que les cours récréatifs de Avalanche Canada, soit les CSA 1 ou les CSA 2, ne sont plus obligatoires. Donc, c'est recommandé, mais ce n'est pas un prérequis pour débuter notre formation professionnelle. Par contre, ce qui est requis pour commencer notre formation professionnelle, je les ai encerclés en rouge, c'est le nouveau cours qu'on appelle AVSAR, Avalanche Search and Rescue niveau 1. Qui, lui, va devenir un prérequis pour le cours Avalanche Operation niveau 1, le cours niveau 1, Opération d'avalanche. Donc, ça, c'est ce qui est nouveau. Donc, dans le fond, tous les étudiants qui vont commencer leur cursus professionnel vont entrer par ce nouveau cursus-là. Donc, en gros, c'est la nouvelle progression et le cours AVSAR niveau 2 va être prérequis au niveau 2 opération d'avalanche. Donc, dans le passé, pour ceux qui étaient là depuis un petit bout, il y avait déjà un cours recherche et sauvetage en avalanche qui était requis pour le niveau 2.
Il s'appelait juste pas AFSAR niveau 2, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé de ce niveau-là. C'est le cursus du cours avec les scénarios, puis un peu la formule du cours qui a changé, mais ça reste quand même un prérequis pour le niveau 2. Donc, le nouveau cours avec un nouveau cursus qui s'appelle AFSAR niveau 1. L'idée, c'est en fait, de retirer, de prendre beaucoup de temps, 4 jours, pour discuter des techniques de base d'intervention sur un accident d'avalanche. Ceux qui ont fait leur niveau 1 dans le passé, vous vous souvenez peut-être qu'il y en avait on en parlait un petit peu dans le cours niveau 1. Il y avait une présentation d'1 heure, puis il y avait un examen le jour 1. Maintenant, ça va être plus élaboré. C'est des techniques qui vont rester de base, mais on va avoir plus de temps pour pratiquer ces techniques-là. Donc, le cursus au complet du cours a été revisité. L'objectif, c'est de former des membres d'une équipe d'intervention. Donc là, ici, je pense dans la salle, vous êtes pas mal tous des gens qui sont intéressés à suivre leur cursus au niveau des avalanches, mais ça pourrait être intéressant pour toute équipe de recherche et sauvetage, que ce soit les pompiers, les policiers, des patrouilleurs. Donc, c'est pas nécessairement orienté pour les gens qui vont poursuivre leur carrière dans l'industrie, mais si les gens veulent poursuivre leur carrière, c'est le premier pas. Donc, en gros, qu'est-ce que ça inclut, ce cours-là? Il y a un volet en ligne. Donc, c'est comme un cours en ligne qu'on peut suivre à notre rythme, qui dure environ 20 heures, qu'on fait avant le cours. Ensuite, il y a un cours terrain de 4 jours avec des évaluations, des scénarios pratiques où est-ce que vous êtes évalué. On est chanceux parce que tout ça, c'est disponible en français. Il y a eu une grosse subvention fédérale qui a permis de produire tout le matériel de cours en français, autant le matériel du volet en ligne. Il y a une banque de vidéos aussi avec des sous-titres en français. Les exercices ont été traduits. Le manuel de l'étudiant a été traduit. Donc, c'est super intéressant. Je pense que ça peut ouvrir la porte, comme je le disais tout à l'heure, à partager ce cursus de cours-là avec des gens qui sont impliqués dans la recherche et sauvetage en général au Québec au niveau des avalanches. Donc, pas nécessairement juste les étudiants. Et cette année, au Québec, les offres sont la Ville de Québec. C'est du 6 au 10 janvier. Il y a une petite erreur ici là, de frappe. Mais première semaine de janvier, pour l'instant, il y a 12 participants qui sont déjà inscrits. Il reste 6 places. Puis, il y a aussi une option en février, première semaine de février, au Chic-Choc. Et pour l'instant, ce cours-là, il n'est pas confirmé parce qu'on n'a pas suffisamment d'étudiants pour tenir le cours. Mais si jamais il y avait d'autres étudiants qui sont intéressés, c'est aussi une possibilité. Les prérequis pour ce cours-là, ça s'appelle le cours de système d'intervention de commandement, le ICS. C'est un cours en ligne que vous pouvez suivre en anglais ou en français. Ça coûte environ 25 $. C'est un cours que vous suivez à votre rythme. Puis ce cours-là, en fait, c'est juste pour nous donner de la terminologie, pour être sûr qu'on parle des mêmes choses lorsqu'on fait des scénarios. Ensuite, c'est recommandé d'avoir un CSE1 ou un CSE2. Comme je dis, c'est plus obligatoire. Et aussi un cours de premiers soins en région éloignée de 40 heures. Le CIA a produit des vidéos YouTube. Donc, on a accès à une banque de vidéos YouTube pour assurer la consistance au niveau des instructeurs et des étudiants. Pardon. Donc, voilà, c'est le cours niveau 1 AFSAR. Le cours niveau 2 AFSAR, qui est un prérequis pour le cours niveau 2, comme je l'ai dit, ça a toujours été un prérequis. Ce qui est nouveau dans cette formule-là, c'est que c'est un nouveau cursus de cours. Ils ont changé le curriculum de cours, ils ont changé la durée, mais en gros, c'est sensiblement les mêmes contenus, donc des techniques avancées de méthodes alternatives de recherche. Même chose, il y a un volet en ligne à faire avant, qui est la même prérequis que le cours AFSAR 1. Un cours théorique terrain de 3 jours et des évaluations pratiques des scénarios. Pour cette année, au Québec, il n'y a pas d'offre du AFSAR niveau 2. Comme dans le passé, on avait au Chic-Choc une année sur 2 une offre de AFSAR. On va essayer de faire le même projet pour AFSAR, le nouveau cursus du AFSAR. Les prérequis, c'est le ICS 100 à faire en ligne et le niveau 1 opération d'avalanche. Et c'est recommandé d'avoir un cours avancé de premiers soins en région éloignée. Donc, si jamais ça vous intéresse, ce cours-là,
ceux qui sont dans la salle. Si jamais vous êtes intéressé à suivre ça, que ce soit cette année ou plus tard, ben, vous pouvez écrire dans le chat peut-être votre nom. Tous ces cours-là, en fait, c'est un peu, ben, pas à la demande, mais le CIA il a comme changé son approche. Au lieu d'offrir beaucoup de cours, puis après ça, de se rendre compte que les gens n'étaient pas intéressés, ils utilisent l'approche inverse. Ils demandent si les gens sont intéressés. Je vais vous montrer un lien tantôt. Je vais vous partager, mais vous mentionnez votre intérêt, c'est toujours le même lien. Puis après ça, quand il y a un groupe qui est monté, ben, le CIA va vous déployer des instructeurs. Fait que c'est comme une nouvelle stratégie sur ces deux cours-là. Donc, ça, c'est la présentation est enregistrée ce soir, puis je vais vous partager aussi le PowerPoint avec tous les liens. Donc, ici, j'ai mis plein de liens là, sur la foire aux questions, sur les liens, le sondage pour suivre des cours. Puis, j'ai aussi mis le service aux étudiants du CIA si vous avez des questions. Mais si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros, ouvrir vos caméras. Je vais y répondre à l'instant. C'est clair? On continue? OK. Deuxième sujet ou volet, c'est la nouvelle catégorie des membres éducateurs du CIA. Donc, il y a deux grandes catégories de membres au niveau du CIA. La première catégorie, c'est les membres qui sont impliqués directement avec la gestion des risques sur le terrain. Dans le passé, on les appelait les membres actifs et les membres professionnels. La terminologie a changé un petit peu. Maintenant, c'est les membres praticiens et les professionnels. Ça reste grosso modo la même chose. Si vous avez été au courant des dernières années, vous avez peut-être entendu que c'est de plus en plus difficile ou rigoureux pour accéder à ces catégories de membres-là. C'est que maintenant, ils nous demandent de remplir un portfolio des compétences. Donc, il faut dire comment vous faites pour gérer le risque sur le terrain, comment vous faites pour communiquer avec vos membres sur le terrain, qu'est-ce que vous faites en cas d'urgence. Donc, il faut tout détailler ces compétences-là. Et ça devient assez rigoureux, assez long comme processus. Puis il faut aller chercher des références, puis des documents, puis des évidences. Mais les catégories existent toujours. Et là, ce qu'ils ont créé, ils ont créé des nouvelles catégories pour adresser les besoins des instructeurs. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y a bien des gens qui veulent être membres praticiens pour enseigner des CSA 1 et de faire toute la démarche pour devenir membre praticien, c'était irréaliste, puis des fois même inaccessible. Donc, ils ont créé des nouvelles catégories de membres pour adresser ce besoin-là au niveau des éducateurs. Donc, c'est pas mieux, c'est pas moins bon, c'est pas meilleur, c'est juste différent parce qu'on va travailler avec différentes personnes pour accomplir différentes tâches finalement. Donc, un technicien en avalanche qui va récolter des données sur le terrain, c'est très différent d'un instructeur qui va enseigner un CSA 1. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont créé des nouvelles catégories. L'année dernière, c'était comme le début. Et là, c'est pas mal tout attaché. Donc, ça tombe dans la deuxième catégorie. On dit les personnes ou les organisations qui sont non qualifiées pour gérer directement les risques sur le terrain. Donc, on a les membres affiliés qui sont des individus. Par exemple, si vous faites partie d'une équipe de recherche, puis vous voulez contribuer à l'association, faire partie de l'association, mais vous ne faites pas de la gestion de risques sur le terrain, mais vous pouvez devenir membre. C'est une catégorie spéciale. Ça a toujours existé, mais on en parle rarement. Et si on a un groupe, une entreprise, un club, par exemple Avalanche Québec, il est membre associé de l'Association canadienne des avalanches, donc c'est l'organisation en tant que telle. C'est une catégorie de membership. Et les deux nouveaux, ben, c'est membres éducateurs de base et membres éducateurs avancés. On va l'expliquer dans quelques secondes. Et si vous ne savez pas trop quelle catégorie est pour vous, il y a une petite vidéo qui a été tournée là, pour juste expliquer les différentes catégories selon vos objectifs de travail, qu'est-ce que vous avez fait comme formation. Donc, pour se démêler là-dedans, puisque maintenant, là, il y a 6 catégories différentes de membres. Donc, les membres affiliés, les membres praticiens professionnels qui existent déjà, qui étaient déjà en place depuis assez longtemps. On explique un peu qu'est-ce que c'est, l'expérience, différentes compétences.
Et ce qui est nouveau, je vous le présente à l'écran, c'est les membres éducateurs de base et avancés. Donc, c'est une nouvelle réflexion, une nouvelle catégorie. Je vous explique dans quelques instants qu'est-ce qu'il y en est. Donc, éducateur de base, on est accrédité pour enseigner des cours récréatifs, CSA 1 et sauvetage autonome. Donc, Companion Rescue Skills. On est restreint au terrain simple, donc les cotations de terrain avalancheux, on peut juste aller jouer dans le terrain non avalancheux ou le terrain simple avec nos étudiants. Et on doit se conformer à une obligation de formation professionnelle et continue, donc des points CPD, comme nos certifications expirent pas, je vous l'ai dit, on a un désir de toujours poursuivre notre développement. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que si on fait partie de cette catégorie-là, membre éducateur de base, on n'est pas attitré à faire d'autres choses qu'enseigner des cours. Donc, si on veut être technicien d'avalanche pour une entreprise ou guide pour une entreprise, c'est peut-être pas cette catégorie-là qu'on souhaite faire partie. Donc, c'est vraiment pour être enseignant CSA 1 et sauvetage autonome. Et il y a la même chose, l'équivalent, mais du côté avancé, donc éducateur avancé, pour pouvoir enseigner les CSA 2 et les gestions de terrain avalancheux, qui est aussi un cours offert par Avalanche Canada. Même chose, on travaille sous les directives GIAT, mais on peut aller dans le terrain simple et exigeant. Donc, c'est ça un peu la différence entre les deux. Puis, les prérequis sont un petit peu différents. Donc, vous imaginez que pour être éducateur de base, ça prend notre niveau 1 et pour être éducateur avancé, ça prend notre niveau 2. Mais c'est une catégorie de membership qui nous permet de devenir éducateur sans avoir à faire le processus très complexe d'accréditation de membres professionnels ou pratiques. Donc, en gros, comment on peut faire pour appliquer dans ces catégories-là? Là, vous voyez à l'écran 3 options. Option A, option B, option C. Donc, vous avez 3 routes possibles pour pouvoir appliquer. L'étape 1, c'est écrit, tous les gens qui appliquent doivent compléter leur cours Opération d'avalanche niveau 1. Un cours en ligne, professionnalisme, qui est un cours de quelques heures pour nous expliquer un peu le cadre de travail. Et un autre cours qui s'appelle Enseigner en terrain avalancheux, donc les bases, les rôles et responsabilités des enseignants, des stratégies de pédagogie, etc. Et ensuite, quand on a fait ces cours-là, on peut choisir notre voie pour appliquer. Donc, si on a de l'expérience d'enseignement, parce qu'on travaille dans une maison d'enseignement, dans une cégep, par exemple, on peut prendre directement l'option numéro C, donc celle qui est complètement à droite, en rouge. On a besoin de remplir un portfolio. Ça nous dit, voici telle compétence. Bon, je ne l'ai pas par cœur, mais compétence spécifique. Vous décrivez comment vous êtes capable de rencontrer cette compétence-là. Si vous êtes membre ACMG ou CSGA, vous pouvez appliquer par l'option 2, donc la voie orange du centre. Et si vous n'avez aucune expérience en enseignement, que vous n'avez pas de certification professionnelle, il offre un cours qui s'appelle Enseigner en terrain avalancheux, qui est un cours pratique d'une durée de 3 jours. Donc, ce cours-là, je viens à l'instant, mais ça va être offert à vous, si vous désirez. Et ensuite, vous ramassez tous vos documents, puis vous envoyez tout ça au CAA, donc au comité de membership, et ils évaluent votre dossier. Puis ce qu'il faut savoir quand vous envoyez une application, c'est il y a une discussion. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires dans votre soumission, si le comité veut plus de détails, il peut y avoir un échange. C'est pas une chance, puis après ça, on est rejeté, là. Donc, c'est sûr que c'est mieux de mettre beaucoup d'efforts au début pour éviter 18 allers-retours, mais ça fonctionne dans ce sens-là. Donc, le cours qui est en ligne, que je vous dis ici qu'il faut faire, donc c'est le cours au point 3 en haut, là, Instructing in Avalanche Terrain Foundation. C'est un cours qui est en ligne que vous pouvez faire à votre rythme. Ça coûte 130 $. En ce moment, c'est juste disponible en anglais, mais c'est prêt pour ceux qui désirent le faire. Puis le cours terrain, qui est un cours de 3 jours. En ce moment, il y en a 3, je crois, de faire dans l'ouest du pays, à l'hiver 2024-2025. Et chez nous, à Avalanche Québec, il y a un membre de notre équipe qui s'en va faire le premier cours et va être
attitré à l'enseigner cet hiver. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que vous voulez devenir membre éducateur de base, puis que vous voulez devenir enseignant de DCSE 1, des cours sauvetage autonome prochainement, vous me laisserez votre nom dans le chat. Les ratios, c'est 1 pour 6. Donc, ça prend un minimum de 6 étudiants pour pouvoir tenir le cours. Mais si c'est quelque chose qui nous intéresse, on va avoir un formateur disponible 2025. Donc, à partir, je ne dis pas date, là, si c'est janvier ou février, mais c'est ça, cet hiver, il pourra avoir cette option-là. Les autres cours, sinon, dans l'Ouest, se sont remplis très rapidement. Il y en a eu 3 en ce moment d'affaires. Donc, je vous l'explique, je le remets là, mais dans le fond, c'est les étapes pour appliquer. Donc, il faut d'abord compléter les prérequis, fournir nos certifications professionnelles, remplir un petit peu de paperasse. Puis, ce qui est nouveau cette année, c'est que, dans le fond, pour chaque application que vous faites en tant que membre au CIE, vous devez fournir une référence. Vous devez fournir un nom d'une personne avec qui vous avez travaillé, qui peut dire oui, c'est bon. Dominique est capable de s'organiser, de remplir le InfoEx le matin, etc. Et d'habitude, ces gens-là, ça doit être des membres professionnels. Là, ils ont fait une exception ou une nouvelle règle. Donc, si vous êtes membre praticien ou membre actif, là, anciennement membre actif, vous pouvez parrainer quelqu'un pour devenir membre éducateur de base. Donc, si vous connaissez quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé, qui est membre praticien depuis plus de 2 ans, avec lequel vous avez déjà travaillé un petit peu, cette personne-là peut devenir votre référence pour pouvoir appliquer. Donc, ça rend l'accès un peu plus simple au niveau de cette catégorie-là. Donc, vous allez remplir les formulaires, etc. Puis, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est quand même assez long. J'ai écrit délai de réponse 4 à 6 semaines. C'est normal. Il y a une avalanche d'applications qui débarquent. Puis, chaque application, là, si vous avez mis, je sais pas, 15-20 heures à monter l'application, ben, c'est normal que le comité dont je fais partie doit prendre le temps pour évaluer tous ces documents-là. Donc, c'est pas parce que vous envoyez votre demande le mardi que le mercredi, vous allez avoir une réponse. C'est normal. Surtout si on a besoin d'avoir des informations supplémentaires, poser des questions, fouiller, appeler les références, ça peut être long. Donc, le message à retenir, c'est que mieux vaut appliquer plutôt que tard. Donc, si cette année, vous voulez faire ça, ben attendez pas 2 semaines avant le début de votre premier cours parce que c'est certain que vous n'aurez pas de réponse. Donc, le dossier est déposé au service des membres du CIE. Il y a une première personne qui fait une analyse sommaire, puis après ça, c'est envoyé au comité, puis le comité, ben, on regarde ça, ça prend 2 révisions, 2 personnes différentes, puis après ça, on émet un message, etc. Donc, c'est ça, les cotisations du membership du CIE, ça commence le 1er décembre, pardon, jusqu'au 30 novembre. Donc, si on applique un peu plus tard, par exemple en mars ou en avril, on peut avoir aussi une réduction là, des tarifs de cotisation. Un instant. Donc, juste pour vous montrer, le cours Introduction professionnaliste, vous pouvez le faire en ce moment, c'est gratuit. Le cours enseigné en terrain avalancheux, qui est le cours en ligne que je vous dis, il est déjà disponible. Le cours terrain enseigné en terrain avalancheux, il est disponible cet hiver en Colombie-Britannique. Si vous désirez participer ou si vous connaissez des gens, dites-leur de me faire signe. Et les 3 options pour appliquer, option A, option B, option C, sont disponibles en ce moment. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire pour cette catégorie de membres-là. Si on va du côté membres avancés, donc on pense aux gens qui sont attitrés à enseigner des CSA 2, gestion terrain avalancheux, donc des gens qui ont déjà complété leur niveau 2. C'est grosso modo la même route. C'est juste qu'au lieu que le cours terrain, ça s'appelle à enseigner sur le terrain de base, ben, c'est un module un petit peu plus avancé. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a rien disponible encore pour nous ici au Québec. Donc, par contre, si vous avez déjà de l'expérience d'enseignement, que vous avez déjà fait votre niveau 2, vous pouvez remplir le portfolio. C'est assez simple, c'est beaucoup moins rigoureux que les portfolios pour être membre professionnel. C'est beaucoup plus accessible. Vous pouvez utiliser l'option C.
Si vous avez des certifications de guide ACMG ou CSGA, vous pouvez aussi utiliser l'option B. Et ce que je disais qui n'était pas encore disponible pour le Québec, ben, c'est l'option A, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de compléter son niveau 2, qui n'a pas d'expérience d'enseignement, qui n'a pas de certification ACMG, il vient de sortir de son niveau 2 puis il veut absolument enseigner le CSA2. Ça va être un petit peu plus difficile cette année. Par contre, même chose, si vous avez de l'intérêt à suivre ces cours-là, s'il vous plaît, mentionnez-nous-le, puis on va voir avec le CIE si on peut offrir une même formation. Donc, c'est ça. L'autre chose, c'est que cette formation-là de terrain est en version test cette année dans l'Ouest. Fait que pour l'instant, on attendait un petit peu qu'ils fassent leur test, qu'ils trouvent un peu là, leur point, leur formule gagnante. Puis après ça, ben, j'imagine que l'année prochaine, on va être capable d'envoyer une autre fois un formateur d'Avalanche Québec pour pouvoir leur offrir au Québec. Mais pour l'instant, il y a vraiment un seul cours qui est offert en version test dans l'Ouest, 12 participants. Puis voilà, ça, c'est la seule option pour cette année. Donc, c'est ce que je disais, si vous voulez utiliser le portfolio option C ou que vous avez des certifications, vous pouvez appliquer directement maintenant. Puis sinon, ben, ça va aller un petit peu. Donc, voilà, je voulais juste parler un petit peu des obligations des membres. Donc, quand on fait partie de cette association-là, on doit un peu connaître notre champ d'application dans notre scope of practice, dans quel terrain on peut travailler, qu'est-ce qu'on est titré de faire. Je l'ai dit tantôt, là, être technicien d'avalanche, c'est très différent que d'enseigner un cours CSA 1. Donc, on a quelques documents là, à lire. Et on s'engage aussi, c'est le prochain volet de la présentation, à poursuivre notre développement professionnel et continu, ce qu'on appelle le CPD. J'en parle tout à l'heure, mais ça, c'est dès qu'on est membre de l'association, on doit se confronter à ces obligations-là. Donc, je ne sais pas si tu as des questions sur ces nouvelles catégories de membres-là. J'ai essayé de faire un résumé un peu plus clair ou bref. Il y a eu beaucoup de communication là, par courriel de la part du CIE. Vous pouvez envoyer vos questions au service des étudiants, mais je vous invite aussi à m'appeler moi. Avalanche Québec, on a une entente de service avec le CIE pour pouvoir offrir du support continu aux gens, aux membres et aux futurs membres au Québec. Donc, on a une espèce de collaboration, puis ça va me faire plaisir de vous aider à trouver les ressources, vous orienter vers les bonnes catégories, recomprendre ou réexpliquer ce que je viens de dire. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de démystifier tout ça, puis essayer qu'on ait plus de membres dans cette association-là parce qu'on a été souvent sous-représentés au Québec. Puis là, ben, on essaie juste de faire partie de cette grande famille-là puis de trouver la place à tout le monde. Donc, n'hésitez pas. J'ai mis mon courriel ici là, sur la page, mais vous pouvez trouver aussi mes informations sur la page Avalanche Québec. Donc, c'est sur ma table de travail d'aider les gens. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à ouvrir le micro à ce moment, si vous avez des questions qui vous empêcheront de dormir ce soir. Sinon, voilà, je vais continuer. Si vous n'en avez pas, vous allez peut-être en avoir un petit peu plus tard. Donc, quand on fait partie de cette association-là, je l'ai dit tantôt, on a des obligations de poursuivre notre formation continue. Et là, c'est ça qu'on réfère au CPD, donc Continued Professional Development. Puis ça a toujours existé, en fait. Et là, on a essayé de mieux expliquer c'était quoi, puis donner des outils aux membres pour être capable de bien enregistrer ces formations-là. Fait qu'en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une grille, un fichier Excel qu'il faut remplir avec des activités professionnelles qu'on fait. Et chaque activité nous donne des points. Et selon notre catégorie de membres, ben, on a besoin de cumuler certains nombres de points. En gros, c'est ça. Donc, il y a une nouvelle page sur le site du CIE. J'ai fait une capture d'écran ici que vous voyez. Donc, avec des nouvelles politiques, une espèce de résumé, le dit fichier Excel en question, combien de points on peut cumuler pour chacune des activités, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux catégories. On dit des points recommandés ou des points obligatoires. Fait que pour chacune des catégories, vous allez voir, je vais vous présenter dans un instant. C'est recommandé qu'on cumule, par exemple, 80 points quand on est membre professionnel.
Mais si j'en cumule 50, c'est pas grave. Si j'en cumule 80, c'est pas grave non plus. Ce qui est obligatoire, c'est sur la durée de 3 ans. Donc, ça nous dit, organise-toi comme tu veux, mais sur une période de 3 ans, tu dois cumuler X nombre de points. Puis, ça peut être qu'il y a des années que j'ai moins de travail, je fais moins d'activités, c'est normal, mais une année où est-ce que je suis impliquée dans plein de projets, bien, je peux cumuler plus de points pour être sûr de rencontrer là, mon chiffre pour les 3 ans. En fait, c'est ça. Fait que chaque catégorie, vous allez voir, est différente. Si on est membre éducateur versus membre professionnel, on n'a pas besoin de cumuler le même nombre de points. Puis, vous ne savez peut-être pas, mais il y a un audit. Donc, on pige aléatoirement 5 environ des membres du CAA à chaque année et on regarde qu'est-ce que ces gens ont fait comme formation professionnelle et continue. Donc, aléatoirement, ces gens sont sélectionnés et doivent fournir leur grille CPD juste pour s'assurer que les gens sont en bonne et due forme. Donc, ça, c'est un super poster ou résumé là, que le CAA a produit pour expliquer les différentes catégories dans lesquelles on peut cumuler des points. C'est sûr que la première en haut, ça s'appelle la pratique professionnelle. Donc, c'est la catégorie qu'on cumule habituellement le plus de points. Mais on veut encourager les membres à accumuler des points dans plusieurs catégories. Donc, on veut que les gens écoutent des études de cas, participent en tant que mentor, fassent des présentations. Donc, on ne veut pas juste que les gens travaillent en tant que, par exemple, enseignants de CSA 1. On veut que les gens se développent dans plusieurs catégories. Donc, on a 6 différentes catégories. Et on voudrait, c'est ça, cumuler des points dans chacune des catégories. Là, vous voyez ici, j'ai identifié là, en jaune, vous avez catégorie professionnelle, praticien, membre éducateur de base, membre éducateur avancé. Parce que les deux autres catégories, le membre affilié puis membre organisation, je crois que c'était, eux, ils n'ont pas besoin de faire cette formation-là. Donc, c'est les 4 catégories qui ont besoin des formations professionnelles et continues. Puis, vous avez le nombre de points recommandés par année. Par exemple, 80 pour les professionnels, 60 pour les praticiens, 20 pour les membres éducateurs de base et 45 pour les éducateurs avancés. Et le requis pour sur une période de 3 ans. Donc, c'est ce qui est écrit là. Puis après, dans le fond, ça a toujours été comme ça. C'est les 2 nouvelles catégories qui ont été ajustées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, même si par exemple, on cumule plus de points, ben, on peut les transférer l'année d'après. Donc, c'est super important de toujours écrire le nombre les activités qu'on fait, les projets sur lesquels on participe, parce que ces points-là sont transférables d'une année à l'autre. Il y en a qui sont transférables jusqu'à 2 ans, puis il y en a qui sont transférables juste 1 an. Mais ça peut vous aider parce que si, par exemple, une année, vous prenez je ne sais pas, un autre projet, vous retournez à l'école, vous faites un autre travail ou est-ce que vous n'êtes pas impliqué de façon active au niveau des avalanches, mais vous pouvez récupérer les points que vous avez cumulés les années précédentes. Donc, ça, c'est nouveau cette année. Puis, dans le fond, aussi, ce qui est nouveau, c'est qu'on a des espèces de politiques de congé. Donc, si on décide justement d'avoir un congé parental, ben, on peut demander une espèce de pause au niveau des points CPD, si on est malade, si on fait une réorientation de carrière. Donc, il y a plein de nouvelles politiques pour demander une pause, si on veut. Et ça, tout est indiqué sur le site Internet. Donc, on peut faire une demande. On dit de telle date à telle date, moi, je m'en vais travailler dans un autre domaine. Donc, je ne pourrais pas faire ma formation professionnelle et continue. C'est tout à fait justifié, mais il faut juste aviser le comité là-dessus. Puis, on peut prendre aussi des extensions. Donc, si on est en congé de maternité pendant 2 ou 3 ans ou 2 ou 3 fois dans les 10 prochaines années, c'est correct aussi. On peut utiliser là, ces pauses-là. Ça, c'est nouveau. Donc, si on est déjà membre du CAA, toutes ces informations-là sont disponibles quand vous allez sur le site web. Vous mettez votre login, vous rentrez dans la section Members Only section. Puis là, je l'ai mis en jaune. C'est CPD Policy and Tracking, Updated Tracking Form. Puis ça, c'est le fichier en question Excel. Je vais l'ouvrir tantôt là, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Puis, en gros, c'est ça, là, c'est de remplir toutes les sections, de valider que c'est vraiment l'année
du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Donc, ce n'est pas la saison opérationnelle, mais c'est vraiment l'année du calendrier. Je l'ai déjà dit, mais si on cumule plus de points, on peut les transférer d'une année à l'autre. J'ai parlé de ce qui est recommandé versus obligatoire. Puis, ce qui est nouveau depuis 2022, c'est que on doit récolter des évidences. Une évidence, c'est quoi? C'est par exemple une lettre de ton employeur qui dit Julie Leblanc travaillait comme prévisionniste en Avalanche à Avalanche Québec dans la saison opérationnelle 2024-2025. Elle a fait 55 jours terrain, etc., signé directeur des opérations. Donc, c'est une preuve, il appelle ça une évidence qui justifie les points que vous avez cumulés. Ces évidences-là doivent être fournies seulement si vous avez un audit, si votre nom a été pigé. Mais c'est recommandé de les récolter puis de les mettre dans un petit fichier sur votre ordinateur au fur et à mesure parce que si vous êtes audité, par exemple, l'année prochaine, il va falloir que vous donniez vos évidences depuis les 3 dernières années. Donc, moi, il y a 3 ans, pour qui je travaillais, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Est-ce que j'ai écouté un CPD du CAA? J'ai-tu participé à une formation pré-saison? Donc, ça fait un peu loin aller chercher toutes ces évidences-là. Donc, ce qui est recommandé de faire, c'est de récolter au fur et à mesure, peut-être une fois par année ou une fois aux 6 mois, vous récoltez vos évidences, vous les mettez dans un petit fichier. Comme ça, si jamais votre nom est pigé aléatoirement, ben, vous n'avez pas à vous casser la tête puis essayer de retrouver vos employeurs puis vos activités que vous avez participé. Donc, voilà, c'est ce qui est suggéré de faire. Pour les audits, en fait, comment ça marche? J'ai dit 5 mais en fait, je me suis trompée, c'est 3 des membres qui sont choisis. Il y en a eu 27 en 2024. Vous recevez une note officielle au mois d'avril et toute l'année, vous suivez comme cette personne dans son lit. Donc, vous devez déposer les documents au mois de juin avec vos évidences. Le comité révise ça, puis vous avez une note. Est-ce que vous avez un succès ou un échec? Puis l'idée, c'est pas d'être pointillé, mais c'est juste de voir est-ce que nos membres font ce qu'ils ont à faire pour maintenir leurs compétences, maintenir leurs accréditations. Je l'ai dit depuis tantôt, là, mais c'est pas comme les cours de premier soin, est-ce qu'on est obligé de faire un cours, une recertification. Donc, voyez ça un peu comme une recertification. À chaque 3 ans, on va refaire des choses. Et ça ressemble à ça. Donc, si jamais, après plusieurs discussions, le comité dit « Hey, ouais, non, cette personne-là, finalement, elle devait cumuler 50 points, puis ça fait 3 ans qu'elle cumule 12 points. Bon, OK, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour l'aider. Est-ce que cette personne-là est dans la bonne catégorie? Avant, on n'avait pas beaucoup d'options, mais peut-être que maintenant, en fait, c'est mieux de changer de catégorie parce que ce que cette personne-là a vraiment besoin de faire, ben, c'est pas nécessairement d'être un praticien en avalanche, mais c'est d'être un membre éducateur. Donc, vous pouvez basculer de catégorie avec une catégorie qui demande moins de formation professionnelle et continue. Si vous êtes à moins de 25 des points manquants, mais on va demander de regarder sur une plus longue période. Peut-être que c'était juste les années où est-ce que, je ne sais pas, les conditions de météo étaient très mauvaises. Toutes les sorties de guide ont été annulées. Toutes les courses de saison ont été annulées. Puis finalement, on n'a pas réussi à faire nos activités professionnelles. Ça se peut. Donc, on va regarder sur une plus longue période. Puis sinon, on va essayer de vous donner des outils là, pour pouvoir continuer à faire partie de l'association. L'objectif, c'est vraiment d'être une grande association qui est forte, mais des fois, c'est un peu plus difficile quand on ne connaît pas les besoins de nos membres. Donc, il faudrait juste, c'est ça, nous le dire. Puis, si vous avez besoin d'aide pour remplir vos grilles, je peux vous aider aussi. Donc, juste avant de monter la grille en question, des erreurs qui sont fréquentes qu'on a vues. C'est ça, cette année, on a audité 27 personnes. Les gens n'utilisaient pas le calendrier annuel. Les gens utilisaient la saison opérationnelle. Donc, on veut janvier à décembre. Les gens réclamaient des points dans les mauvaises catégories. Puis finalement, en ne tenant pas sa grille à jour, bien, il y avait plein de points qui manquaient. Donc, on suggère d'avoir la grille ouverte, puis à chaque fois qu'on fait une activité, qu'on enseigne un cours, qu'on enseigne un CSE1, qu'on écoute une formation continue, ben on l'écrit directement dans notre grille, puis finalement, on se rend compte qu'à la fin de l'année, on a beaucoup plus de points que ce qu'on croyait. Donc, aussi de réclamer les mêmes points pour 2 catégories différentes.
Par exemple, je vous dis, mettons que moi, je fais une sortie en montagne dans le cadre de mon travail, où est-ce que je suis prévisionniste en avalanche, mais qu'en même temps, je fais un peu de mentorat avec la nouvelle prévisionniste, ben, je peux juste réclamer des points pour une catégorie, soit la catégorie professional practice ou la catégorie participation qui inclut le mentorat. Je ne peux pas réclamer des points dans deux catégories pour une journée. Donc, souvent, les gens vont faire ça. Ah, j'ai fait un cours CSA1, j'ai enseigné, mais j'ai aussi fait une présentation PowerPoint, fait que je vais réclamer des points dans la présentation puis dans les points en tant qu'instructeur. Là, ça, c'est un petit peu trop. Fait qu'il faut vraiment bien cibler ces catégories. Ne pas utiliser les points qui sont transférables, ça aussi, c'est une erreur. Là, c'est nouveau depuis cette année, donc utilisez-les. Oubliez d'inscrire le nombre de points auxquels on a droit, comme je l'ai dit, en l'ayant directement sur l'ordinateur puis en la remplissant au fur et à mesure de la saison, ça l'évite ça. Puis de ne pas utiliser les congés s'ils sont applicables. Ça, c'est assez nouveau, mais si cette année, vous avez décidé de ne pas travailler dans l'industrie pour X, Y raison, vous pouvez regarder s'il y a des politiques de congés qui s'appliquent à vous. Donc, ça, c'est des ressources. Donc, il y a eu une vidéo de 45 minutes qui a été faite là, avec le CAA qui explique en gros qu'est-ce que c'est. Si vous voulez le revoir, vous pouvez. Sinon, il y a aussi, c'est ça, la page web du CAA avec toutes les ressources nécessaires. Je vous la montre à l'instant. Puis, je voulais aussi dire qu'il y a un nouveau forum au CAA. Un forum, c'est un endroit où est-ce que les gens peuvent écrire des choses pour rentrer en contact. Donc, c'est un forum de mentorship. Vous pouvez aller voir aussi là-dessus, c'est intéressant. Donc, il y a des gens qui veulent être mentors, des gens qui veulent être mentorés. Ils mettent leur profil, puis après ça, vous pouvez entrer en contact avec ces gens-là. Si vous voulez devenir prévisionniste d'avalanche, si vous voulez devenir enseignant CSA2, si vous voulez aller dans l'Ouest puis faire d'autres choses, travailler sur votre cursus de guide. C'est une espèce d'endroit où est-ce qu'on peut mettre en contact les gens de l'industrie ensemble. Donc, allez voir ça. On a les noms, les numéros de téléphone, puis on peut lire un peu le descriptif des gens. Donc, ça peut aider aussi pour cheminer dans cette industrie-là. Puis c'est ça, cette dernière photo-là aussi, si jamais vous avez des questions relatives à chacune des entreprises, j'ai mis le nom des responsables, juste pour fermer la boucle là, entre le CIE et Avalanche Canada, puis Avalanche Québec. Encore une fois, je vous le dis, on a des ententes avec chacune des organisations pour aider les gens au Québec. Donc, n'hésitez pas à m'appeler, ça tombe sur ma table, mais si vous avez des questions sur une ou l'autre des cheminements pour être éducateur, enseigner des cours ou devenir membre, ça va me faire plaisir de vous aider ou de vous orienter vers les bonnes ressources. Donc, j'arrête mon partage. Je vais juste vous montrer la page en question sur le site du CAA. OK, j'y arrive. C'est reparti. OK, fait que dans le fond, ici, j'ai une grille. Je ne sais pas si vous voyez fichier Excel. En fait, c'est ma propre grille personnelle. Je vous l'ai montré parce qu'on a mis des chiffres à l'intérieur. Donc, regardez en bas, il y a des onglets. Donc, ici, ça dit les activités puis les points qui sont permis. Donc, je parlais tantôt de différentes catégories et ça explique, par exemple, en tant que pratique professionnelle, c'est quoi que ça l'inclut. Donc, dans activité, ça l'inclut enseigner des cours CSA, être bénévole ou faire des stages, ça l'inclut là-dedans. Qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus. Puis ça dit aussi les évidences. Donc, si jamais vous voulez colliger les évidences au fur et à mesure de la saison, ça peut être intéressant. Ça nous dit le nombre de points, donc 1 point per each day of professional practice, puis le maximum qu'on peut réclamer pour chacune des catégories. Donc, on a, voilà, toutes les catégories. Tantôt, je parlais de faire du mentorat. Ça tombe dans la catégorie ici, participation. Donc, aider une personne de moins d'expérience dans un training.
Si vous faites des cours au niveau du CAA ou d'autres entités comme le CSGA, la FQME, ça donne des points pour les Formal Learning Activities ici. Si vous faites des formations CPD, donc le CAA offre beaucoup de formations en ligne. Avalanche Québec, on fait des webinaires, donc vous pouvez réclamer des points dans la catégorie Informal Learning Activity. Ça nous dit 1 point pour chaque heure. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Puis, si vous faites des présentations, que ce soit des présentations publiques dans les écoles à propos des avalanches, des présentations à votre classe, que vous enseignez à un groupe, un ski club ou je ne sais pas qui, un groupe de motoneige, bien, vous pouvez aussi réclamer des points là-dessus. Donc, c'est assez bien détaillé qu'est-ce qu'on peut faire. Puis en bas ici, comme je vous dis, ben, vous avez le nombre de points recommandés par année puis nécessaires au bout des 3 ans. Donc, ça, c'est le premier onglet. Là, on s'en va dans les autres onglets qui sont ici. Donc, par exemple, ça, c'est mon nom avec l'année 2021. Je choisis ici ma catégorie. Puis là, après, j'indique de telle date à telle date qu'est-ce que j'ai fait, pour qui, combien de points j'ai réclamé. Blablabla. Bla, bla. Fait que moi, je commence le 1er janvier, je regarde mon horaire, je remplis tout ce que j'ai fait. Puis, ça se cumule ici. Puis là, si vous voyez ici dans la grille, ça dit qu'en tout, j'ai réclamé 53 points, mais je suis autorisée à en faire seulement 50. Donc, c'est pour ça que c'est rendu rouge. Et ça, ce que ça dit, c'est que les 3 points excédant 50, ben, regardez dans le tableau à côté, je peux les réclamer pour l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, si par exemple, je travaille moins pour X, Y raison, ben, j'ai comme 3 points en banque pour l'année prochaine. Puis, c'est la même chose pour les autres activités. Donc là, ici, c'est pour Informal Learning. Ben, j'en ai réclamé 35. Donc, j'ai participé à plein d'ateliers. Je me souviens plus ce qui est écrit là, mais c'est ça. Les staff training, ça, c'est inclus là-dedans. C'est 1 heure pour 1 point. Donc, si vous faites un staff training de 3-4 jours, ça va super vite. Donc, vous pouvez, c'est ça, tout inscrire ça là-dedans. Puis, les points sont transférables automatiquement d'une année à l'autre. Donc, vous faites pour chacune des années. Puis, à la fin, quand vous allez dans Yearly Total Tracking, normalement, sur les 3 dernières années, ben, ça devrait se cumuler. Puis là, c'est là qu'on doit regarder si c'est un total. Je me souviens plus c'est combien que j'ai besoin, moi, 240, je crois. Ouais, 240. Fait qu'en gros, c'est comme ça que ça marche. C'est assez simple. Je pense que faut juste prendre le temps de le lire. Ça a l'air d'une grosse bébite, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Donc, voilà. Puis ça, je voulais juste vous montrer c'était où. Donc, c'est ça, sur la page. Attendez ici, là, je vais faire. Je vais me retourner ici. Ah, share de nouveau. Donc, ici, je suis sur la page dans la section Members Only du CAA parce que je suis membre. Puis, je m'en vais ici, CPD Policy. Je clique là-dessus. Puis là, on a ce que je vous ai montré. Donc, on a le Reference Cheat Sheet qui est ici. Voilà. Après, on a la grille qui est le format Excel. Puis, d'autres informations. Donc, je sais pas, ça fait beaucoup de choses. Je sais que c'est un peu complexe là, de naviguer au travers de tout ça, mais j'espère que ça vous a un peu éclairé. En tout cas, moi, ça m'a éclairé de préparer cette présentation-là parce que j'ai fouillé pas mal. Fait que s'il y a des questions, c'est ça, vous pouvez ouvrir vos micros. Si vous avez des commentaires, en fait, ce que je vous invite à faire aussi, parce qu'on est souvent j'ai juste le mot victime, là, mais c'est pas ça que je veux dire, mais on est souvent, genre, on subit un peu les choix que le CA prend. Puis moi, comme je siège sur le comité membership, ben, mon but, c'est de parler pour les gens de l'Est. De dire, hey, on existe, hey, notre réalité est différente. Hey, ici, ça marcherait pas. Fait que s'il y a des choses que vous vivez ou que des irritants, des enjeux ou des choses que vous dites, hey, ça n'a donc même pas rapport à ça ou mon Dieu, je sais même pas comment faire, ben, c'est important d'en parler parce qu'à un moment donné, ces enjeux-là vont cheminer soit vers moi, puis après ça, ça va remonter soit à Avalanche Canada, soit au CIE, puis on va être capable de trouver des solutions. Puis c'est ça qui est arrivé
buter avec la catégorie des membres éducateurs. Ça a pris longtemps, ça a pris un petit bout, je pense 2 ou 3 ans, parce qu'on était toujours buté au fait on voulait avoir des fournisseurs CSA 1, des instructeurs, mais on n'était pas capable. Le CIE avait mis des exigences plus difficiles. Fait que là, ils sont allés dans une autre avenue, ils ont créé des nouvelles catégories. Bon, est-ce que c'est plus simple? Je ne sais pas, mais au moins, les enjeux ont été écoutés. Fait que l'idée, c'est ça, c'est de partager vos enjeux, partager ce que vous vivez, vos irritants, ou si vous trouvez que c'est vraiment le fun, c'est ça, juste de nous le dire parce qu'on essaie de travailler tous ensemble pour une grosse organisation puis une association qui est forte. On est à l'écart parce qu'on est géographiquement isolé, puis en plus, on est francophone. Fait que des fois, c'est plus difficile, mais je pense que moi, je suis très contente de ce qu'on a accompli. Là, on a 55 membres au Québec de l'association. Puis je regardais les chiffres cette année, là, on a 450 étudiants formés au niveau CAA, ITP. Donc, je trouve que c'est quand même une industrie qui est florissante, là, mais c'est ça, on n'est pas sans nos défis. Donc, voilà, merci d'être là. Puis si jamais vous avez des questions, voilà, allez, posez-les. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne saison d'hiver. Puis bonne préparation pour le début de saison. Yes, merci beaucoup. Merci.